Une dame qui tient un hôtel, une famille qui vit dans une caverne et un homme qui aime bien les enfants, c'est le résumé de ces 3 histoires d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des threads d'horreur. Aujourd'hui, je vous raconte 3 histoires horribles et inconnues du grand public qui se sont déroulées durant l'existence de l'humanité. Aujourd'hui, je vous raconte des histoires vraies que vous ne connaissez vraisemblablement pas. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, même si je pense que vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Pour cette vidéo, je tiens à préciser que comme ce ne sont pas des threads d'horreur, où forcément les choses vont bien se terminer, il peut y avoir des moments choquants et durs à entendre. Donc si vous ne souhaitez pas regarder cette vidéo, je vous invite à la quitter dès maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur la chaîne de Maku, et sur ma chaîne je raconte des threads d'horreur, des true crime, des histoires horribles, incroyables, des histoires méconnues, bref tout ce qui va toucher à l'horreur. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, la famille, on est parti pour ces 3 histoires, venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de l'hôtel Lalaurie. Cette histoire se déroule à la Nouvelle-Orléans au 19e siècle, où Madame Lalaurie, de son vrai nom, Marie-Delphine de McCarthy, une femme riche et respectée, a été accusée de torture et de meurtre sur ses esclaves. Nous sommes dans une époque où l'esclavage est légal, cependant, il est interdit de maltraiter ses esclaves. Étrange comme loi quand même. En 1831, elle est mariée avec un certain Louis-Nicolas Léonard Lalaurie, qui est son 3e mariage. Elle acquiert alors une opulente résidence de 3 étages, au 1140 rue Royale, dans le quartier du Vieux Carré. Delphine est alors présentée comme élégante, responsable et friande de mondanité. Elle vous méprise quoi. Delphine reçoit alors exclusivement les personnes de la haute société dans son opulente résidence. Elle possède alors de nombreux esclaves dans son domaine qui lui permettent de recevoir, de gérer et de paraître importante auprès de toutes ces personnes de la haute société. En effet, de nombreuses fêtes somptueuses sont données dans sa demeure et toute la grande société de la Nouvelle-Orléans y est invitée. Au fil du temps, des rumeurs commencent à circuler. Les voisins s'aperçoivent que certains esclaves de la maison disparaissent. Un jour, un voisin surprend même Delphine en train de poursuivre une fille d'une de ses esclaves avec un fouet. De plus, il est témoin que pour échapper à sa maîtresse, elle se jette d'une fenêtre et trouve la mort. La raison de la colère de Madame Lalaurie à ce moment-là, eh bien, il semblerait que lorsque cette jeune fille l'a coiffée, elle lui ait tiré un peu trop les cheveux. Je vous le rappelle, nous sommes dans une époque où le mauvais traitement des esclaves est illégal. Comme je le disais, on pouvait les exploiter mais pas leur faire du mal. Quoi? Vous trouvez pas ça logique, vous? C'est pas déjà de la torture d'exploiter les gens? Bref, j'aime pas trop cette époque au cas où vous l'auriez pas compris, voilà, m'énerve. Bref, le voisin avertit donc les autorités vu qu'il est témoin de toute la scène, et des rumeurs ne tardent pas à se répandre, suivies d'accusations de sadisme, de torture et même de meurtre. Dès lors, la bonne société évite les Lalaurie et plus personne ne vient à leur fête. Oh les pauvres, oh mon dieu, je suis tellement triste pour eux. Pas du tout, chais. On arrive maintenant le 10 avril 1834 et un incendie se déclare dans la maison des Lalaurie. Les pompiers arrivent sur place et découvrent que c'est la cuisinière esclave elle-même qui a mis le feu à la maison pour mettre fin à ses souffrances. De plus, les pompiers découvrent le docteur Lalaurie et sa femme en train de tout faire pour sauver leurs biens. Évidemment, quand je dis leurs biens, je ne parle pas de leurs esclaves, hein, vous imaginez bien. Quelque chose qui interpelle les pompiers, c'est qu'il n'y a justement aucun esclave autour d'eux. Et il n'y a personne qui est sorti de la maison. Pourtant, Madame Lalaurie et Monsieur Lalaurie ont normalement beaucoup d'esclaves. Les pompiers demandent donc à Madame Lalaurie où sont les esclaves et elle daigne à peine leur répondre qu'ils sont dans leur quartier. Les pompiers sont un peu confus et lui demandent les clés de ces quartiers, mais Monsieur Lalaurie et Madame Lalaurie refusent de leur donner. Les pompiers décident de les ignorer, ils vont jusqu'à l'entrée des quartiers et décident d'enfoncer la porte. Et c'est là qu'ils vont découvrir toute l'horreur de la situation. Lorsqu'ils rentrent, il y a une odeur d'urine, d'excréments et de sang qui se dégage du grenier qui leur sert de quartier. Attention, détail plutôt gore. Des membres humains jonchent le sol, des têtes se trouvent dans des seaux et des entrailles humaines sont exposées sur des étagères dans des bocaux. Les esclaves sont enchaînés les uns aux autres, ils sont pour la plupart maigres et ont des plaies béantes et purulentes. Certains esclaves sont émaculés et donc dévisagés, d'autres ont les yeux crevés. De même, certains esclaves ont le crâne troué avec un bâton et toujours enfoncé dans leur tête. Une femme a même la bouche cousue, remplie d'excréments. Certains ont même des membres d'autres esclaves cousus sur eux. Il se raconte même qu'une femme a eu les os brisés et ensuite remis en place de manière à ce qu'elle ressemble à un crabe. C'est à ce moment-là que les voisins et les pompiers découvrirent toute l'atrocité dont pouvait faire preuve Madame Lalaurie dans sa maison.
D'après les témoignages, Delphine et son mari décident de prendre la fuite, car ils savent que tout sera révélé et qu'ils seront arrêtés et même que la population voudra leur tête. Le couple gagne alors à la hâte la ville portuaire de Mobile, en Alabama, où ils embarquent et fuient pour la France. D'autres hypothèses disent que Madame Lalaurie se trouve à Lacombe, en Louisiane, et qu'elle s'est mise à la magie noire en sacrifiant des animaux pour jeter des sorts et invoquer le diable. Malgré tout ça, Delphine et son mari ne seront jamais retrouvés. Aujourd'hui encore, son nom inspire le dégoût, et il paraît que la demeure est maintenant hantée par les esprits des esclaves qui ont trouvé la mort dans d'atroces souffrances. Cette histoire est peu connue encore, mais elle est considérée comme l'une des pires histoires de torture d'esclaves aux États-Unis. La deuxième histoire, c'est une histoire vraie qui a inspiré le film La colline à des yeux. Connaissez-vous l'histoire de Sawney Bean? C'est une légende écossaise qui est bien réelle, qui parle d'un homme nommé Sawney Bean, qui vivait dans une grotte et attaquait des voyageurs pour les tuer et les manger. Sawney Bean était un Écossais, il est né près d'Édimbourg, sous le règne de Jacques VI d'Écosse. Son père travaillait la terre et le fils était tout indiqué pour reprendre le flambeau par la suite. Il découvre toutefois à un très jeune âge qu'il est plus agréable pour lui de mener une vie en marge. Il était paresseux, rusé, vicieux, et plein de ressentiments vis-à-vis de l'autorité de toutes sortes. Dès qu'il est assez vieux pour s'occuper de lui-même, il décide de quitter la maison et commence à vivre de différents petits crimes. Il se met en couple avec une jeune femme tout aussi irresponsable que lui, et tous les deux partent sur la côte écossaise de Galloway, où ils trouvent une grotte gigantesque, dans laquelle ils pénètrent sur plus de 1500 mètres de profondeur, et dans laquelle ils s'installent. C'est une caverne avec de nombreux enroulements tortueux et de passages étroits. Même à courte distance de l'entrée de la grotte, l'obscurité est totale. Et 2 fois par jour, lorsque c'est la marée haute, l'entrée de la grotte est totalement inondée. Dans ce trou sombre et humide, Sawney Bean et sa femme décident d'y installer leur foyer. Et c'est à partir de ce repère qu'ils vont lancer un règne de terreur durant presque un quart de siècle, soit 25 ans. Le plan de Sawney Bean est simple. Il compte vivre de vol, en piégeant les voyageurs sur les routes étroites et désertes qui passent devant son repère. L'argent volé n'est cependant pas suffisant, car les gens de ce coin sauvage de l'Écosse ne transportent pas beaucoup de richesses sur eux. Et Sawney sait que toute tentative de vendre des objets volés à des personnes disparues pourrait l'amener directement à la potence. Donc il ne veut rien, et il ne choisit de pas s'encombrer des corps en se nourrissant avec. Voilà comment se déroule à peu près sa démarche. Après une embuscade sur une des routes voisines, il traîne le corps dans la grotte. Je vous préviens, on arrive avec des petits détails sordides. Si vous êtes sensible, passez ce moment. Donc une fois qu'il les a attrapés et qu'il les a amenés dans la grotte, il les découpe et les membres sont séchés, salés et marinés, puis suspendus à des crochets le long de la paroi de la grotte. Les ossements, eux, sont empilés dans une autre partie de la grotte. Le couple se constitue donc un énorme garde-manger de chair humaine. Dans ces conditions incroyables, Sawney Bean et sa femme vont avoir 14 enfants et 8 petits-fils et petites-filles issus de rapports incestueux, soit au total une famille de 24 personnes. Les enfants grandissent dans la grotte et ne reçoivent aucune instruction. On leur inculque dès leur plus jeune âge la pratique du cannibalisme et des embuscades, et ils ne connaissent rien d'autre. Parfois, la famille est obligée de jeter des membres humains atteints de putréfaction, et il arrive de temps en temps que ces membres soient retrouvés. Étant donné que ces objets macabres sont composés de membres et de morceaux de chair séchés découpés, ils ne seront jamais identifiés, et il n'est pas possible d'estimer quand la mort a eu lieu. Mais il est vite devenu évident aux yeux des autorités que tout ça était lié à la longue liste de disparus qu'ils ont déjà sur les bras. À la vue de ces restes décapés et salés, les gens commencent à saisir le sort qui attend les personnes enlevées, et de moins en moins de personnes empruntent les routes proches desquelles ont été trouvés les morceaux de corps. Les efforts déployés pour retrouver les disparus et pour traquer les assassins donnent lieu à des arrestations aléatoires et à des exécutions de malheureux innocents dont le seul crime est qu'ils ont été les dernières personnes vues avec la victime. Une nuit, plusieurs membres de la famille Bean attaquent 2 personnes, un homme et une femme, qui reviennent à cheval d'une foire à proximité. La femme est rapidement massacrée et éventrée, mais le mari résiste vaillamment, jusqu'à ce que par chance un autre groupe de forains l'entende, vienne l'aider et le sortent de là. Ils réussissent à mettre en fuite les agresseurs. L'homme est emmené au premier magistrat de Glasgow pour décrire son expérience douloureuse. Le magistrat attendait depuis longtemps ce témoignage, prouvant l'existence d'un groupe organisé, sévissant autour de Galloway et pratiquant le cannibalisme. L'affaire est si grave que ce premier magistrat en réfère directement avec le roi James VI, qui se rend en personne à Galloway avec une armée de 400 hommes et des chiens traqueurs. Ils explorent toute la campagne de Galloway ainsi que la côte, mais en vain. Mais un jour, non loin de la grotte, un chien flaire l'odeur de la mort et de la décomposition et se met à aboyer. Les hommes découvrent la grotte et au flambeau, ils avancent prudemment, mais méthodiquement, le long des passages étroits et tortueux de la grotte. Puis finalement, ils arrivent au fond de cette caverne. Un spectacle terrible les accueille. Le long des murs humides de la grotte,
des membres et des morceaux de corps sont suspendus à des crochets, comme des carcasses de viande dans une chambre froide d'un boucher. Ils trouvent des paquets de vêtements et des objets de valeur, y compris des montres, des bagues et des bijoux. Dans une caverne voisine, il y avait un tas d'os empilés, représentant presque 25 années de sévices. Toute la famille est piégée au fond de la grotte, sans échappatoire. La sortie de la grotte est bloquée par des hommes armés qui ne rigolent pas. Ils sont arrêtés et conduits à Édimbourg, mais pas pour un procès. D'après le roi, ces sauvages ne méritent pas les commodités habituelles de passer devant un juge et un jury. Ils sont alors tous condamnés à mort parce que leur crime est considéré comme beaucoup trop monstrueux. Tous sont exécutés le lendemain de leur arrivée. Attention, encore de nouveaux détails assez difficiles. Les hommes de la famille sont démembrés alors qu'ils sont encore vivants et conscients. Et puis, ils sont laissés saigner à mort sous les yeux des femmes de la famille. Et puis, les femmes sont brûlées sur de grands feux. Aucun d'entre eux n'exprime de remords ou d'envie de se repentir. Mais, excepté les parents, les condamnés ont tous été élevés et conçus dans cette grotte. Et dès l'enfance, on leur a appris à manger de la chair humaine, ainsi qu'à voler et à assassiner. Pour eux, c'était le mode de vie normal. Ils ont été isolés de la société, et leurs normes morales et éthiques étaient celles de Sawney Bean lui-même, car ils n'ont jamais connu rien d'autre. Cette histoire pose la question de savoir quelle part de morale est le produit de l'environnement, et quelle part nous est instinctive. Les jeunes membres du clan Bean ne savaient probablement pas que ce qu'ils faisaient était mal, mais ont reçu le même châtiment que leurs aînés, qui leur ont appris à faire ce qu'ils ont fait. Et selon vous, ces jeunes membres étaient-ils coupables ou pas, malgré les atrocités qu'ils ont eux-mêmes effectuées? Pour la troisième histoire, que pensez-vous des légendes? Vous allez vous dire que c'est seulement un amassis de bêtises parfois, ou de choses que les gens ont entendues à droite à gauche, qui créent ces légendes. Mais parfois la légende rattrape la réalité, ou alors c'est la réalité qui rattrape la légende. Aujourd'hui je vous raconte la légende horrible du Cropsey, qui a inspiré de nombreux films d'horreur. Et vous allez voir, ce n'est pas seulement une légende. Le nom de Cropsey est apparu dans les années 70. L'histoire de Cropsey raconte qu'il aurait, après le décès de son fils, été interné dans un hôpital psychiatrique d'où il se serait enfui. Il aurait alors commencé à enlever plusieurs enfants et à les tuer, surtout dans la région de Staten Island. Certains témoignages décrivent l'homme comme ayant des grosses cicatrices, des brûlures ou étant défiguré, et parfois même certains témoignages le décrivent avec un crochet à la main. Et c'est justement dans les années 70 que plusieurs disparitions d'enfants mystérieuses ont lieu, toutes dans la région de Staten Island. Toutes ces disparitions ont l'air donc liées, mais la police ne trouve aucun coupable. Il semblerait que ce soit le Cropsey. Mais tout ça n'est en réalité qu'un assemblage de légendes locales destinées à effrayer les enfants. Mais comme je le disais, parfois, la réalité rattrape la légende. Et il a tout de même existé celui qui deviendra le vrai Cropsey. André Rand est né le 11 mars 1944 et a travaillé comme gardien à la Willowbrook State School dans la région de Staten Island. En 1983, sans raison particulière apparente et sans aucune autorisation, Rand vole un bus scolaire rempli de 11 enfants d'une école de New York à l'aéroport international Newark Liberty du New Jersey. Heureusement, personne n'est blessé. Mais Rand est arrêté et condamné à 10 mois de prison. Il ne donnera jamais d'explication sur pourquoi il a volé ce bus à ce moment-là. À sa sortie, il est devenu une figure totalement indigne de confiance et personne ne sait exactement de quoi cet homme est réellement capable. Rand est souvent vu en train de traîner avec des enfants de la région, il se promène avec eux et parfois même il les emmène manger un bout dans un restaurant voisin alors qu'il n'a à la base aucune affinité avec eux. À cette période-là, il y a plusieurs disparitions d'enfants où Rand est la dernière personne à être vue avec eux. Mais rien n'a pu être prouvé à ce moment-là. En tout cas, pas avant 1987, avec la disparition de Jennifer Schwager, 12 ans. Après une longue enquête, un an après, en 1988, le gardien est accusé d'enlèvement et de meurtre au premier degré de l'enfant, après être la dernière personne à être vue avec elle. Rand est alors simultanément associé à plusieurs autres disparitions d'enfants. Celle de Alice Pereira, de Holly Ann Hughes, Thais Jackson et Hank Gafforio. Mais seulement un a été réellement ajouté à son dossier, car les autres manquaient de preuves, et c'est celui de l'enlèvement de Holly Ann Hughes. Le jury n'a cependant à ce moment-là pas les preuves nécessaires pour le condamner pour meurtre, mais il en a assez pour le condamner pour enlèvement. Il n'est alors pas éligible à la libération conditionnelle avant 2037, ce qui l'amènera donc en prison jusqu'à ses 93 ans. Il a actuellement 78 ans et est toujours emprisonné. Alors qu'André Rand est sans crochet ni brûlure sur le visage, ses crimes contre la jeunesse new-yorkaise l'ont associé à jamais à la légende urbaine du Cropsey. C'est donc lui, aujourd'hui, le véritable monstre du Cropsey, qui a inspiré de nombreux films d'horreur, tels que Freddy et les Griffes de la Nuit, tels que Halloween, Vendredi 13, etc. Toutes ces légendes-là, qui sont représentées par un seul homme, ont inspiré beaucoup de films. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur sur la chaîne de Makou, je vous laisse cliquer juste là-haut en fiche et vous serez redirigé vers une autre vidéo sur le thème de l'horreur.
J'espère que ça vous a plu, que ces 3 histoires vous ont plu, que ce thème vous a plu. Moi, j'ai kiffé faire des recherches un peu sur des trucs pas trop connus. J'ai vraiment été chercher voilà, sur des trucs pas trop connus. Je pense que le Cropsey, pas mal de personnes en ont peut-être entendu parler, mais la vraie histoire qui entoure cette légende, je suis pas sûr que beaucoup en ont entendu parler. Si c'est le cas et que vous connaissez les 3 histoires, eh bien bravo à vous. Vous êtes des fadas de l'horreur. Et bah moi, je peux plus rien pour vous. À un moment, je veux dire, il y a un nombre d'histoires limité quand même. Hein. Il y en a beaucoup, mais il y a un nombre d'histoires limité. Je vais vous préparer d'autres vidéos sur des trucs peut-être que vous connaissez pas. Je commence à même étudier des livres pour en faire des vidéos, etc. sur des histoires et tout. Donc j'espère que ça vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, laissez-le moi savoir en laissant un petit commentaire. Évidemment, en explosant la gueule du pouce bleu et la gueule du bouton abonnement et de la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, la famille, je vous remercie pour votre soutien. On est maintenant 4000 sur la chaîne. C'est énorme. On se rend plus compte des chiffres maintenant parce qu'on entend des millions et des millions. Mais 4000 personnes, comme je disais sur ma publication, imaginez qu'on soit 4000 dans une pièce. Imaginez une salle où je remplis 4000 personnes. C'est énorme. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. J'espère qu'on va continuer longtemps comme ça. Et j'espère même que ça marchera de mieux en mieux. Qui sait. Et la famille, moi je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou.